Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, je suis vraiment ravie de vous recevoir. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter de la façon dont vous le souhaitez? Alors moi c'est Rémi Propice, du coup je suis entrepreneur dans l'informatique à l'origine. Moi c'est Viviane, donc je suis la sœur de Rémi. Au départ je suis autrice, donc depuis toujours j'ai envie de dire, sans que j'ai été publiée qu'assez récemment. Et donc en 2023 on s'est associés tous les deux pour ouvrir les éditions Pierre et Lion. Super. Alors c'était une volonté commune depuis déjà quelques années ou c'est un projet qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe? Ça vient du fait que donc, je me suis mis à mon compte dans l'informatique du coup il y a à peu près 5 ans. Et Viviane et mon autre sœur Céline du coup ont écrit leur livre Le Halo des Ombres depuis une dizaine d'années, donc elles travaillent dessus. Il a été déjà lu par pas mal de personnes, donc il y a eu pas mal de succès auprès des lecteurs. Et je me suis dit pourquoi pas associer mes compétences en informatique, en entrepreneuriat, etc. aux compétences d'édition de Viviane du coup pour monter une maison d'édition à deux. Rémi a déjà bien résumé pour l'introduction sur le fait que donc lui gère toute la partie on va dire administrative, compta, marketing, informatique et moi toute la partie éditoriale, donc depuis vraiment la réception du manuscrit jusqu'à l'arrivée chez l'imprimeur. Ok, bon, ça c'est hyper intéressant. On va revenir, si vous le voulez bien, sur votre parcours. Donc vous êtes autrice, la passion de l'écriture a toujours été présente? Oui. D'accord, donc vous écrivez depuis toute petite, j'imagine? J'ai commencé, j'avais 10 ans et j'étais fan des chairs de poule à l'époque de R.L. Stein. Et du coup, un jour, je me suis dit, je vais écrire mon propre chair de poule. Donc ça a commencé comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus m'arrêter. Donc je me suis amusée à toucher un peu à tous les genres jusqu'à ce que Le Seigneur des Anneaux fasse son apparition au cinéma et m'ouvre les portes de la fantaisie, de l'imaginaire. Et là, ça a été nouveau monde. Et donc je me suis mis à écrire vraiment que ça. Jusqu'à la naissance du Halo des Ombres, qui est du coup aujourd'hui mon premier bébé, on va dire, publié. Ok, super. Alors, avant la publication du livre, est-ce que vous avez commencé à publier un petit peu sur Internet, sur des blogs? À l'époque, il y avait Skyrock, etc. Ou ça a été toujours plus vers un format papier? Alors, je me souviens surtout que j'avais été beaucoup sur des forums d'écriture où on est tous jeunes auteurs, on vient partager un peu ce qu'on écrit, chacun commente, donne des conseils. Donc, j'avais partagé des choses comme ça, j'avais participé à des petits concours d'écriture, mais j'ai jamais publié comme aujourd'hui sur les plateformes de Wattpad par exemple. Ça m'est jamais arrivé de publier vraiment quelque chose au fur et à mesure à disposition de tout le monde. Donc, ça a toujours été d'abord pour moi ou vraiment le cercle proche. Et là, récemment, la vie a fait qu'on est arrivé à publier par nous-mêmes. À la suite d'une mauvaise expérience, on va dire, chez un éditeur. Alors justement, parlons-en. De quelle expérience s'agit-il? De l'expérience que je recommande aux jeunes auteurs de ne pas faire, à savoir d'aller chez un éditeur qui propose des contrats participatifs ou à compte d'auteur. Parce que quand on est jeune, qu'on a des rêves plein les yeux, qu'on rêve de voir son livre publié, on peut être facilement tenté, on a la pression de signer rapidement ou des choses comme ça. Alors qu'en réalité, c'est pas normal pour un auteur de devoir débourser une certaine somme d'argent pour avoir son contrat publié. À ce moment-là, autant faire directement de l'auto-édition, au moins tout l'argent des ventes lui revient, donc c'est vraiment le fruit de son travail. Donc c'est pour ça que moi, avec les éditions Pierre et Lion, j'avais déjà décidé que je ne serais jamais à compte d'auteur ou à compte participatif, donc on est à compte d'éditeur, on prend tout en charge. D'accord. Alors, juste avant justement de parler de compte d'éditeur, etc., et qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet de la maison d'édition, est-ce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un financement participatif? En général, un compte participatif, ça veut dire que l'éditeur prend en charge une partie des frais et l'auteur une autre partie. Donc après, les pourcentages peuvent varier. Ça peut être aussi des frais un petit peu déguisés dans le sens où ça apparaît pas clairement dans le contrat, mais que par la suite, en fait, l'éditeur laisse entendre que l'auteur doit acheter un minimum de tant d'exemplaires à ses frais, du coup, et ça fait un petit peu frais participatifs aussi. Donc c'est ce que vous avez fait et en plus de ça, derrière, vous devez reverser donc la majorité des ventes de votre ouvrage à cette fameuse maison d'édition. Disons qu'effectivement, les droits d'auteur sont rarement très élevés, donc ça peut aller de 10 à 15% grand maximum. Pour vous, alors les frais sont assez variables, ça peut aller de 800 € à 4000 €, enfin ça dépend vraiment de tous les éditeurs. Mais nous, c'est vrai qu'on avait avancé une assez grosse somme quand même. Et ils nous avaient proposé de faire une moitié à la signature, l'autre moitié sur les droits d'auteur. Et comme les droits d'auteur, ça couvrait même pas encore tout le contrat, on va dire. Et donc nous, au final, sur les 18 mois de contrat, on n'a jamais rien touché. Surtout que des maisons d'édition à compte d'auteur, c'était très peu connu, donc beaucoup d'auteurs se faisaient avoir. C'est pour ça que maintenant ça n'existe plus trop, c'est plutôt les financements participatifs qui sont un peu cachés. C'est-à-dire que nulle part sur les sites des maisons d'édition, on voit que l'auteur devra payer quelque chose. Et c'est après quand il signe le contrat, etc., qu'il faut acheter des exemplaires ou un financement qui n'était pas prévu, etc. C'est un peu plus caché
pour un peu piéger entre guillemets les nouveaux auteurs qui sont contents d'être édités et qui se font encore avoir. Donc, ce qui veut dire que nous, quand on va dans une librairie et qu'on regarde la majorité des livres donc, qui sont présents, on imagine bien que les grands auteurs n'ont absolument pas à payer des frais, mais pour tout ce qui est petit auteur ou auteur peut-être, on va les appeler moyens entre les deux, il y a possibilité qu'ils se retrouvent à payer des frais. Alors c'est très rare que leurs livres se retrouvent en librairie, parce que souvent ces petits éditeurs ils sont pas distribués en librairie. En fait, ils vendent même pas vraiment le livre. En fait, ils vivent sur l'argent un peu des auteurs. Ils sont pas distribués en librairie ou quoi que ce soit en général. Même pas à la Fnac ou des grandes c'est rare, ou alors c'est l'auteur qui fait du dépôt-vente peut-être après, mais il n'y a pas de réseau de distribution, donc c'est vraiment le contrat à ne surtout pas signer en fait pour des nouveaux auteurs. Donc à part les retrouver à la rigueur sur les sites de la Fnac, éventuellement Amazon. Si la personne les vend elle-même. Ou voilà, autre, mais du coup autant éditer soi-même. Il n'y a absolument aucun intérêt à faire ça. Oui, c'est ça. Mais souvent il y a un discours un peu commercial qui est bien rodé et qui arrive à piéger un petit peu les auteurs. Je pense moins maintenant parce qu'on en parle de plus en plus quand même. Mais à l'époque c'était en 2020, non 2015, ah oui, 2015. En 2015, c'était pas très connu, elles se sont fait avoir, et puis du coup, elles ont fait l'expérience, quoi. Les auteurs qui ont des rêves plein les yeux, donc nous, en particulier avec ma sœur, on avait travaillé des années sur le livre, et quand vous l'envoyez à plein d'éditeurs, donc que ce soit, on connaît pas à ce moment-là, effectivement, les dessous, on va dire, et quand vous recevez le premier coup de fil, comme quoi vous avez eu un avis à l'unanimité favorable du comité de lecture, on vous propose un contrat, bon, forcément, nous, on est sur un petit nuage, on n'y croit pas nous-mêmes, donc on a envie de signer tout de suite, puis en plus, ils nous laissent pas beaucoup de temps à réfléchir, mais il faut, par contre, il faut vous décider très rapidement, parce que là, on n'a pas trop le temps, il faut que ça sorte dans un an, et du coup, on se retrouve un peu obligé de signer, en disant, on va peut-être passer à côté d'une opportunité si on signe pas. Donc, même si ça nous coûte de l'argent, on a quand même envie de voir nos livres en rayon. Et finalement, comme l'a dit Rémi, nous, les seules fois où on l'a vu en rayon, c'est parce que c'est nous qui avions amené du stock, notamment à Cultura, donc du dépôt-vente. Donc en gros, on leur laisse des livres en rayon. Et s'ils arrivent à les vendre, il y a une facture qui est faite derrière, mais s'ils n'arrivent pas, on les récupère ou ils sont retournés. Mais on les a jamais vus en rayon dans les librairies ou des choses comme ça, en se promenant un peu partout. Voilà. C'était vendu sur le site de l'éditeur et c'est tout. Et j'imagine qu'il n'y a absolument aucun moyen de recourir au contrat. Si jamais c'est signé et puis on est obligé de faire avec. Donc nous, une fois qu'on s'est un peu rendu compte de tout ça, on s'est dit, c'est pas grave, on va au bout du contrat, on fait rien de particulier, on laisse couler. Et en fait, pendant la durée du contrat, on a commencé à réécrire sur ce tome, on l'a beaucoup arrangé, on a changé la couverture, on a changé le titre du tome, pour être sûr qu'une fois que le contrat soit fini, on n'ait plus rien à voir avec eux, qu'ils puissent plus vendre notre livre. Et ils n'ont pas rechigné sur le fait que possiblement les personnages étaient les mêmes, que l'histoire était la même et que l'écriture aussi, au final. Non, bien après que le contrat soit fini, on a découvert qu'il était encore vendu un peu à droite à gauche alors que légalement ils n'avaient plus le droit de les vendre. Donc on était quand même contents de se dire au moins ils ont une version obsolète qui n'est pas la dernière version que nous on a produite. Ok, donc c'était une mauvaise expérience, mais finalement cette mauvaise expérience ça a fait naître l'entreprise. Exactement. Et donc la maison d'édition que vous menez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et moi j'aimerais bien savoir déjà comment ça a commencé. Donc j'ai bien compris que vous étiez frères et sœurs et que du coup il y a eu une opportunité, vous l'avez saisie. Mais à quel moment on se dit bon, j'ai vécu une mauvaise expérience, donc je lance ma maison d'édition? Parce que je voulais rien lâcher sur mon livre surtout. Parce que les premières retombées qu'on avait eues, que ce soit les ventes là où on avait mis en dépôt, ou tous les lecteurs qui avaient lu et qui étaient revenus vers nous sur les réseaux, on voyait que ça avait beaucoup de succès quand même. Et on s'est dit quand même, on ne peut pas le laisser tomber dans l'oubli sans rien faire d'autre derrière. Et comme j'avais toujours rêvé de travailler dans le milieu des livres, je me suis dit, l'idée de l'édition par moi-même a commencé à me travailler. Et puis du coup, avec Rémi qui a lancé un peu l'idée, on ne ferait pas une maison d'édition. Je cherchais une idée de produit ou d'entreprise de manière générale. Et en même temps, retravailler sur leurs livres, etc. Donc on a eu l'idée, pourquoi pas se mettre ensemble. Comme ça, moi, je gère toute la partie site internet, un peu marketing, réseaux sociaux, les designs, la gestion de l'entreprise. Et du coup, Viviane gère toute la partie éditoriale. Donc elle va sélectionner les manuscrits, s'occuper des relations avec les auteurs, répondre aux différents mails qu'elle reçoit, etc. Donc toute la partie éditoriale et moi toute la partie technique. On a notamment un site internet qui se démarque pas mal des autres parce qu'il est assez évolué, il est assez attractif, donc grâce à ça. Et donc Viviane s'occupe donc de toute la partie relations clients aussi, donc les gens qui achètent nos livres, après ils écrivent des fois pour dire qu'ils ont adoré ou ce genre de choses, donc c'est aussi Viviane qui répond. Donc il y a pas mal de choses à faire. Et vu qu'on reçoit aussi de plus en plus de manuscrits, là on a eu 500 manuscrits à peu près, je crois, c'est ça, en 2025. Et là on en reçoit encore plus, donc c'est elle qui s'occupe aussi de la présélection, de la gestion aussi de notre comité de lecture qui a un peu plus de 50 personnes.
Et donc tout ça, faut le gérer. Donc c'est dans les compétences du coup de Viviane. Ok, et puis ce qui est intéressant et je pense rassurant, j'imagine, pour les auteurs, c'est que justement, vous avez fait l'expérience d'une maison d'édition qui vous a clairement arnaqué, hein, disons les termes. Disons les choses. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple pour eux de vous faire confiance. Et comment vous sélectionnez donc les manuscrits? Parce que c'est quand même un secteur, le secteur de l'édition qui est super concurrencé, c'est compliqué de percer. Donc quelle est votre méthode pour, trouver le manuscrit qui fera la différence, tout en faisant en sorte que l'auteur soit rémunéré à son juste prix, mais que vous y gagnez quand même derrière? Et quelle est ensuite votre stratégie de communication et de promotion pour que le livre puisse se vendre correctement? En fait, moi, j'irai déjà faire une présélection parce qu'effectivement, rien que sur le mois de janvier, on est déjà rendu à presque 80 manuscrits qui sont envoyés. Donc moi, je vais vraiment rapidement déjà faire une présélection, c'est-à-dire j'ai des critères bien arrêtés qui vont être un début vraiment accrocheur, immersif tout de suite, une plume quand même suffisamment aboutie, travaillée, un niveau de français correct, et bien sûr, après, au niveau du résumé, de vérifier si on peut espérer quelque chose d'un peu original, qui sort un peu du lot, que ce soit sur l'univers, l'intrigue, les personnages, les choses comme ça. Et du coup, s'il y en a un qui correspond, qui coche un petit peu toutes les cases, donc je vais le transmettre au comité de lecture. Donc après, il peut y en avoir en attente quand il y en a quelques-uns. Voilà. Mais après, c'est le gros travail va revenir au comité de lecture. C'est lui qui fait un travail important et assez essentiel à la maison d'édition, parce que lui va lire le livre en entier. Et après, je leur ai fourni à tous une grille d'évaluation, si vous voulez, où ils peuvent noter et faire leurs commentaires sur l'univers, les personnages, l'intrigue, la plume. Et donc, ils vont analyser tous ces aspects-là, donner à la fin les points faibles, les points forts du manuscrit, leurs suggestions d'amélioration. Et donc, en fonction des notes qu'ils donnent et de leurs avis, on va avoir des avis favorables ou non. Et quel que soit l'avis, moi, je vais faire une synthèse, en fait, pour envoyer à l'auteur, pour lui offrir une chance d'améliorer encore son manuscrit. Que ce soit favorable ou non, soit il y a du gros potentiel, on pense quand même à le publier, et dans ce cas-là, je vais explicitement inviter l'auteur à nous renvoyer son manuscrit quand il l'aura repris. Soit il y a beaucoup trop à faire, c'est pas envisageable de publier, et dans ce cas, on leur fournit toutes les pistes pour améliorer leur texte, et puis après, on les laisse décider. Donc certains nous le renvoient d'eux-mêmes, certains non. Donc après, ça, c'est eux qui tranchent. D'accord. Et ce comité, justement, de lecture, comment ils ont été sélectionnés? Alors, c'est sur la base du bénévolat. À travers les réseaux sociaux notamment, puisqu'on a un Instagram sur lequel on a plusieurs milliers de followers, donc Rémi met un post pour inviter les gens qui le souhaitent à soumettre leur candidature. Donc du coup, ça nous permet d'avoir quand même une grande variété de profils, parce qu'on a des plus jeunes de 17-18 ans à des retraités, des hommes, des femmes. Voilà, tous sont passionnés de lecture, on a des chroniqueurs ou des journalistes aussi, enfin vraiment on a une grande variété, et donc je leur demande juste à la limite de préciser leur genre de prédilection, comme ça ceux qui n'aiment pas du tout l'horreur, bon je vais éviter de leur envoyer de l'horreur. Parce que là du coup l'avis sera négatif assurément. Disons que je leur demande d'essayer de rester objectif et impartial, mais je pense qu'on est tous humains et que si on n'aime vraiment pas l'horreur, on a beau essayer de rester objectif, je pense que c'est compliqué de le noter vraiment par rapport à son potentiel éventuel. Donc comme ça je peux quand même cibler un petit peu les genres par rapport à chaque membre du comité. Du coup, vous gérez très bien vos réseaux sociaux. C'est pas commun non plus dans le monde de l'édition, parce qu'entre les auteurs auto-édités qui ne savent malheureusement, on va dire rarement gérer leur communication, et les maisons d'édition classiques qui ont aussi du mal avec ça, comment vous avez fait en sorte de créer cette communauté autour de la maison d'édition, et comment vous l'engagez suffisamment pour qu'elle se porte bénévole? Alors déjà, sur tous nos goodies, en général, on met un petit QR code qui envoie soit sur notre site, soit sur nos réseaux sociaux. Quand les auteurs sont en dédicace, ils en parlent aussi. On encourage aussi nos auteurs à avoir leur propre Instagram ou Facebook et tout, qu'on met en général, qu'on collabore sur des collaborations, donc sur des posts, donc ça va donner de la visibilité aux auteurs, à nous aussi, parce qu'eux récupèrent aussi de la visibilité. Et de fil en aiguille, on a à la fin plusieurs milliers de followers qui repartagent et qui en parlent. On a aussi beaucoup d'influenceuses et d'influenceurs à qui on envoie des services presse, donc ils parlent de nous, ils apprécient les livres, etc. Et petit à petit, en fait, ça fait grossir une communauté assez engagée, quoi, finalement. Et quel réseau fonctionne le mieux? Sur l'univers littéraire, c'est surtout Instagram. Donc vous dites que vous encouragez vos auteurs à être présents sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous les accompagnez aussi? Parce que c'est pas facile, quand on n'y connaît rien, de se lancer, de se montrer. Certains qui sont déjà très à l'aise avec les réseaux sociaux, et d'autres qui sont moins à l'aise. Après, il n'y a rien d'obligatoire, hein. Si quelqu'un ne veut pas du tout être sur les réseaux, on ne va pas le forcer à être sur les réseaux. On le conseille parce que c'est bien pour eux, ça donne plus de visibilité. Ils ont des relations avec leurs lecteurs, ils reçoivent des retours de lecture s'ils ont apprécié, les gens, le livre. Donc on les encourage et on reposte leurs publications. Des fois, on les met en collaboration sur les nôtres pour leur donner des abonnés qui viennent de notre communauté, par exemple. Et donc ça marche assez bien, hein, en général.
Et alors, comment ça se passe de façon un peu plus globale, sans parler forcément des réseaux sociaux, pour la promotion de vos auteurs? Vous êtes, j'imagine, en contact direct avec des distributeurs. Comment vous faites pour que le livre soit bien placé dans les rayons et qu'on voit ce nouvel auteur qui vient d'arriver, mais qui est possiblement méconnu? Alors pour la librairie, on a un distributeur qui fait aussi diffuseur. Donc, et en fait, il a accès à toutes les librairies de France et Belgique. Et il est aussi diffuseur. Donc il a une équipe de 9 commerciaux, si je dis pas de bêtises, qui vont démarcher à chaque fois, une fois par trimestre, en fait, les 1500 librairies, donc en présentiel. Et il va à chaque fois présenter notre catalogue donc pour en placer en rayon dans les librairies. Et ainsi, tous nos livres sont commandables s'ils ne sont pas en rayon, parce que tous les libraires ne sont pas obligés d'acheter nos livres forcément. Par contre, vous allez dans n'importe quelle librairie, vous pouvez commander nos livres directement à votre libraire. D'accord. Et vous avez combien de librairies dans lesquelles on peut trouver les livres, je veux dire, sur les étagères sans avoir besoin de commander? Actuellement, si on compte tous nos livres, on doit être actuellement en rayon dans 500 librairies. Ok. Alors, quel genre littéraire on peut retrouver? Est-ce que, vu que vous êtes une fan de fantastique, est-ce qu'on retrouve surtout du fantastique ou est-ce qu'on peut retrouver tous les genres littéraires? Non, nous on est vraiment spécialisés dans l'imaginaire, donc principalement on va dire ça va être de la fantasy parce que c'est ce qu'on reçoit le plus, c'est vrai que c'est un genre qui est assez en vogue, mais ça peut se décliner aussi après dans un peu des sous-genres, vous savez, avec la romantasy qui mélange fantasy et romance, la dark fantasy, ce qu'on appelle le steampunk fantasy aussi qui mélange des éléments un peu technologiques, mais on a aussi les autres genres de l'imaginaire qui sont le fantastique, la science-fiction, la dystopie, l'horreur, tout ce qui a trait en fait au surnaturel, au fantastique, à l'imaginaire. Si moi, par exemple, je suis auteur, je décide de vous envoyer mon manuscrit, donc il va d'abord passer en comité de présélection, ensuite il passe en sélection, comment on peut appeler ça, Alors, le si step vous 2? passez la présélection, ça sera transmis au comité. D'accord, Viviane fait la présélection et ensuite elle envoie au comité. ok. Et ensuite, quelles sont les étapes? Imaginons, vous validez mon manuscrit, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, comme tous les manuscrits qu'on a eu jusqu'à maintenant, même s'il y a un avis favorable qui se dégage en majorité du comité, il y aura toujours des choses à améliorer, donc quoi qu'il en soit, on invite toujours les auteurs à retravailler en ciblant un peu les aspects, les points ou les choses qui ont été soulevées par le comité et on attend qu'ils nous resoumettent. Donc là, ça dépend des auteurs, il y en a qui peuvent faire ça en 3 semaines, mais bon, après à voir s'ils ont vraiment travaillé sérieusement pour voir une vraie différence. Et il y en a qui prennent vraiment le temps, qui prennent 6 mois ou 8 mois pour retravailler le truc et après ils nous le renvoient. On le réévalue, alors souvent je mets un lecteur qui l'a déjà lu une première fois pour qu'il voie la différence, et je mets des lecteurs qui l'ont jamais lu pour voir un peu ce qu'ils en pensent une fois que c'est retravaillé, est-ce qu'ils mettent aussi un 8 sur 10 ou un 9 sur 10. Et si jamais les avis reviennent en très favorable, là je vais proposer un contrat de publication, en sachant que derrière moi je vais faire la correction approfondie, donc je suis susceptible encore d'améliorer le texte. Parce que du coup dans ma correction, je vais cibler tout ce qui va être incohérence, passage ou scène que je trouve pas crédible, pas plausible, ou n'importe quelle erreur qui me gêne, voilà, où je me dis ça pourrait faire tiquer le lecteur. J'appelle l'auteur ou je lui écris un mail pour lui expliquer, on en discute ensemble, on trouve une solution, on réécrit ce qu'il y a besoin de réécrire. Le but du jeu, c'est à la fin d'avoir un livre irréprochable. Donc les gens peuvent ne pas aimer, tous les goûts sont dans la nature, mais au moins qu'ils n'aient pas la possibilité de critiquer quelque chose qui a été bâclé, quelque chose qui tient pas debout, quelque chose qui n'est pas plausible, ou des choses comme ça. Et comment on repère ce genre de passage? Parce que je suis une grande lectrice par exemple, j'achète plein de livres et c'est souvent qu'on retrouve des passages dans des textes qui paraissent complètement incohérents ou même des fautes d'orthographe. Donc comment on arrive à avoir ce niveau d'expertise pour être sûr d'avoir ce livre qui soit irréprochable et presque un 10 sur 10? Je pense qu'il y a le côté que moi-même j'ai la casquette d'autrice et que j'ai travaillé tellement longtemps sur mon propre livre à essayer de chercher le moindre truc pour que tout soit bien ficelé, que je laisse rien au hasard. Il y a mon côté aussi que j'ai été une très grande lectrice et j'ai lu énormément de choses un petit peu dans tous les genres. Et puis je suis aussi donc très film, série, donc on aime beaucoup décortiquer, vous savez, un scénario, dire alors ça c'est pas possible, voilà. Et du coup je pense que petit à petit en fait ça m'a façonné. Et aujourd'hui quand je lis un livre et que je l'analyse en plus pour la correction, je réfléchis, je me pose des questions, je m'interroge, je me mets à la place dans la situation en fait pour me demander est-ce que c'est plausible. Et du coup quand ça l'est pas, je vois avec l'auteur comment on peut arranger ça, quoi. Maintenant, souvent je lui fais des propositions qu'il est très content d'entendre et qu'il dit allez-y, réécrivez, ça me va très bien. C'est précieux ça. Ils sont très contents du travail que je leur propose parce que tout ce que je modifie, je le mets en bleu pour qu'ils voient bien ce que j'ai changé. Et le but c'est qu'ils relisent leur livre avec tous les apports que j'ai faits, les modifications que j'ai faites
et qu'ils soient hyper contents et qu'ils disent ouais, ça me va très bien, voilà, j'ai rien à redire, et ils sont contents et du coup j'ai la reconnaissance, on va dire, de mon travail. Moi j'ai travaillé aussi comme correctrice pour une maison d'édition qui prenait, alors ils avaient un discours rodé auprès des auteurs pour laisser entendre qu'ils avaient un comité de lecture qui avait été très favorable et tout, mais en réalité ils prenaient absolument tout. Donc j'ai vu passer moi en correction des manuscrits. Je me suis dit, bon, je vais fermer les yeux puis je vais faire mon travail, mais j'étais un peu choquée de voir tout ce qui passait et tout ce qui était publié, quoi. Et puis ça doit pas être facile de corriger un ouvrage auquel on ne croit pas et qui va faut tout de prendre même... sur soi pour se dire, je ne corrige que les fautes, je ne remanie pas, voilà, les fautes, c'est tout. C'est vraiment pas facile. Petite question sur l'intelligence artificielle, parce que c'est en train d'exploser. Il y en a même qui disent que ça pourrait remplacer les auteurs, ou du moins les artistes en général. Est-ce que vous avez déjà reçu des manuscrits qui étaient totalement rédigés par l'IA, et si oui, est-ce que ça se voit ? Je vais répondre simplement, c'est que si on en a reçu, honnêtement, ça s'est pas vu plus que ça. Aujourd'hui, pour vraiment, en tout cas les livres qui arrivent jusqu'au comité, je ne saurais pas distinguer si vraiment ça a été fait par l'IA, parce que si jamais c'est arrivé jusqu'au comité et qu'après nous on publie, c'est que vraiment l'IA a fait un travail extraordinaire, parce que du coup ça se détecte pas. Voilà, pour moi je pense que l'IA c'est pas assez développé pour créer un livre, ça peut pas remplacer l'imagination humaine. Par contre, que des auteurs s'en servent pour améliorer des petits passages, des formulations ou faire des rushs, trucs comme ça, pour moi c'est pas condamnable, ça justement ça va jouer dans la qualité du manuscrit, tant que l'imagination et le fond du manuscrit, ça vient de l'auteur, que c'est humain. Se servir de l'IA comme outil, moi, j'y suis pas opposée. Oui, et puis pour corriger l'orthographe, au final, c'est aussi un gain de temps pour vous derrière. Alors après, s'il n'y a pas de faute, forcément, j'ai moins à me soucier de ça, entre guillemets, mais pour être honnête, pour l'instant, je n'ai pas eu de manuscrit sans faute. Ah oui, c'est... Donc, ouais. Le niveau d'orthographe, il est plutôt bon dans ce que vous recevez ? Il est variable. Alors, dans ceux qu'on présélectionne vraiment sur le comité, les deux premiers, là, qui vont... Celui Emma Zora, qui est sorti en novembre, et celui qui va sortir là en mars, le niveau est plutôt bon. Donc, j'ai pas eu beaucoup de fautes. Il y en a eu un petit peu, mais bon, par rapport à ce que je vois passer d'habitude, franchement, c'était pas trop mal. Mais par contre, je reçois aussi, malheureusement, dans les manuscrits qui passent pas la présélection, il y en a, c'est bourré de fautes, mais j'ai même du mal à lire les lignes, vous savez, tellement j'essaie de comprendre ce qu'il a voulu dire, tellement c'est pas français, quoi. Donc voilà, donc là évidemment c'est la plume qui en général bloque la présélection. Ouais. Et quand c'est vraiment un problème comme ça, là je fais même un message un petit peu plus personnalisé pour mettre l'accent justement sur ce problème de niveau de français et les inviter à s'entourer de bêta-lecteurs, de faire appel à des correcteurs ou même déjà d'utiliser des logiciels intégrés à Word, des choses comme ça qui permettent déjà de corriger un maximum de fautes. Donc pour moi ça c'est pas pardonnable entre guillemets, dans le sens où tout le monde peut avoir gratuitement ce genre d'aide et déjà ça élimine énormément de fautes. Et c'est là aussi où est votre force, parce que quand on est auteur auto-édité, alors c'est bien, on fait tout nous-mêmes, mais par contre il n'y a personne qui relit forcément derrière, et ça m'est arrivé d'acheter des livres qui effectivement étaient bourrés de fautes ou avec des fautes tout simplement qui sont là de façon récurrente. Voilà, vous êtes là pour derrière vous assurer que tout est absolument parfait, et en tant que lecteur c'est quand même tellement plus agréable de lire un livre qui est abouti plutôt que un livre qui malheureusement ressemble plus à un brouillon qu'à un ouvrage. On n'a jamais autant de visibilité en étant auto-édité qu'en étant chez un éditeur reconnu en fait. Parce qu'on sait que les auto-édités malheureusement ont une réputation, même si certains sont très bien, vont sortir des super livres sans faute, etc. Malheureusement la majorité vont sortir des livres bourrés de fautes parce qu'ils ont voulu... Ils étaient persuadés d'avoir le meilleur livre parfait, et puis en fait non. C'est important ça de le préciser, parce que aujourd'hui tout le monde peut devenir auteur, tout le monde peut devenir entrepreneur, tout le monde peut tout faire, mais tout le monde n'est pas fait pour le faire. Le contrat avec une maison d'édition, ça crédibilise quand même vachement, ça aide sur beaucoup de sujets et ça évite d'être référencé comme un auto-édité qui de toute façon sera malheureusement peu lu. Et surtout, les gros éditeurs donc, comme nous, on refuse de publier un livre qui a déjà été publié ou auto-édité. Ah oui. Donc en fait ça vous ferme des portes, c'est-à-dire que vous allez auto-éditer votre livre, il va marcher ou pas marcher, mais après c'est plus la peine de l'envoyer à des vrais éditeurs, parce que personne n'en voudra en fait. En fait c'est le côté de nouveauté qui est compliqué, parce que quand on a une nouveauté, c'est là où on fait la promo du livre. S'il a déjà été publié, c'est pas une nouveauté parce qu'il est déjà référencé sur les plateformes, et du coup on sort un nouveau livre et on peut pas dire que c'est une nouveauté. Et du coup pour la promo on peut pas faire grand chose, quoi. Donc, oui, c'est vrai que c'est pas la même chose que publier sur un forum, sur un blog ou que sais-je, effectivement. Ok, d'accord. On le met sur notre site, on a une section pour la soumission de manuscrits où on donne pas mal de conseils. Ça fait partie des conseils qu'on donne parce qu'on a des gens qui ont soumis aux maisons d'édition, et vu que ça met plusieurs mois, des fois 6 mois, entre-temps ils auto-publient leurs livres. Sauf que du coup quand ils reçoivent une réponse, entre-temps ils ont auto-publié et c'est fichu, quoi. Donc on remet le conseil
sur notre site de ne pas faire cette erreur surtout. Donc pour déposer un manuscrit, on va directement sur votre site internet ou est-ce qu'il y a une adresse mail à laquelle envoyer? C'est une adresse mail. Après, nous, on a une page de soumission pour effectivement tous les conseils parce que bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs malheureusement qui en tiennent compte, mais on leur met aussi tous les conseils pour perfectionner le livre, les points sur lesquels il faut s'attarder, s'assurer que tout est bien abouti, et on leur met surtout après les conditions principales, par exemple le nombre de mots minimum qu'on attend. Ah, vous avez un nombre de mots minimum, ouais. Okay. On l'a fixé à 90 000 mots, ça peut être un petit peu moins des fois, mais de l'ordre de 3 ou 4 000 mots vraiment, voilà. Ça représente environ combien de pages? Alors, encore une fois, ça va dépendre du papier parce que nous, les livres qu'on a fait, quand c'est des très fortes paginations, on est sur du papier qu'on appelle offset qui est assez blanc et qui donne des livres assez lourds. Mais vu la pagination, du coup, ça permet d'avoir un livre quand même pas trop épais. Mais un livre qui a une pagination un peu plus faible, on peut faire, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans le commerce, on peut faire sur du papier qu'on appelle bouffant, qui est un peu moins blanc, qui est un peu, vous savez, comme un effet un peu parchemin. Oui. Et du coup, ça donne un livre assez épais, mais très léger. D'accord. Donc du coup, ça nous permet d'avoir toujours un petit peu la même épaisseur de livre avec une pagination qui peut aller de 400 pages à 800. Donc on peut imaginer qu'à 90 000 mots, vous allez peut-être tomber à 375 ou des choses comme ça. Donc on le fait en papier bouffant et ça fera quand même un livre correctement épais. Mais quand on reçoit des manuscrits qui font que 30 000 mots ou 40 000 mots, ouais, c'est compliqué. Voilà, donc du coup, les gens à partir de là, ils ont l'adresse mail de notre adresse mail des éditions Pierre et Lion, en fait, sur lesquelles ils peuvent envoyer leurs manuscrits. Donc toujours envoyer en format PDF, en format Word, avec le résumé, des petites infos sur eux s'ils veulent se présenter un petit peu quand même. Et à partir de là, si ça respecte bien les conditions, on va étudier le manuscrit. Ok, super. J'aimerais qu'on parle un petit peu du design de vos couvertures. J'en mettrai plusieurs sur la vidéo. Comment vous les faites? Est-ce que vous faites appel à un illustrateur? Comment ça se passe? On a une personne qui, on va dire, qui est lead designer, donc qui gère l'interface entre l'auteur et l'illustrateur ou l'illustratrice. Donc nous, on s'occupe de rien, elle est un peu artiste elle-même. Et on a plusieurs illustrateurs et illustratrices. Il y en a qui sont spécialisés un peu dans tout ce qui est paysage, un autre qui est plutôt dans les personnages. Donc selon les besoins de la couverture, on va prendre tel ou tel illustrateur. Et les livres sont imprimés où? En France, un très bon imprimeur que j'avais démarché en fait à l'époque du balbutiement du Halo des Ombres après notre expérience malheureuse. Et donc j'avais été à leur rencontre, ils sont basés en Touraine et donc super équipe, un commercial vraiment très professionnel. Et du coup ça fait plusieurs années que je travaille avec eux, on est très satisfait quand même de leur service et du coup on n'envisage pas de changer pour l'instant. Donc, et puis ça nous permet effectivement de pouvoir prétendre être publié en France, enfin imprimé en France, oui. Parce que j'ai regardé effectivement dans les librairies, quand on regarde les impressions, c'est très très rare de voir imprimé en France. Donc c'est beaucoup dans certains pays d'Europe ou en Chine, mais en France c'est pas très courant. Donc au moins on a cette fierté-là de pouvoir dire qu'on est imprimé en France. C'est vraiment une belle histoire, une petite entreprise familiale qui fait imprimer chez une entreprise française également, c'est vraiment top. Quelles sont les prochaines parutions chez Pierre et Lion ? Et après, en avril, on va publier notre premier, on va dire, entre science-fiction fantastique. Donc on sort de la fantasy, donc il va s'appeler Paradoxal Activity. Et après, on repasse sur de la fantasy avec une parution en juillet, une parution en septembre sur 2 œuvres de fantasy, donc aventure, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Notre compte Instagram s'appelle Pierre et Lion. Et vous deux, est-ce que vous êtes un petit peu présents en tant que vous sur les réseaux sociaux ? Alors moi j'ai un Instagram d'autrice du Halo des Ombres, ouais. Donc Viviane de Clerval. Donc c'est là-dessus que je partage. J'avais commencé à préparer un bestiaire en fait du Halo des Ombres sur lequel du coup une fois de temps en temps je mets une créature de mon univers avec tout plein d'infos. Je donne aussi quelques anecdotes au niveau de la création de l'univers. Peut-être que je pourrais aussi après développer un peu des conseils pour les auteurs, vraiment d'auteur à auteur en fait. Mais après je suis moins active quand même que Rémi pour Pierre et Lion parce que du coup je suis débordée. J'ai un peu plus de sujets vu que je vais essayer de parler un peu de tous nos auteurs et de tous nos livres, voire repartager des posts des autres. Bon, c'est vrai que Yann elle a que le Halo des Ombres et donc il faut le temps de trouver des sujets, etc. Merci beaucoup à tous les deux, c'était très intéressant.